Bonsoir Geneviève. Bonsoir. Vraiment content que vous ayez accepté l'invitation d'être avec nous ce soir. Une première pour vous à Théovox, donc on veut vous souhaiter la bienvenue à l'émission Théovox Actualité. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Bien, ça nous fait plaisir. Geneviève, vous avez été au cœur d'une vive controverse ces derniers mois. Après près de 15 ans de pratique, vous avez été radié de l'Ordre des psychologues du Québec pour avoir tenu, selon l'Ordre, des propos jugés immodérés et scientifiquement non conformes. Votre histoire a par le fait même relancé un débat beaucoup plus large, celui de la liberté de parole des professionnels, du pouvoir des ordres et des limites imposées à ceux qui osent penser autrement. Je me lance directement dans le vif du sujet avec vous ce soir, Geneviève. Comment en êtes-vous arrivé à être accusé par l'Ordre de tenir des propos jugés par eux immodérés et non conformes scientifiquement? Mais en fait, là, je veux rectifier le tir un petit peu. Je ne sais pas encore si je suis radiée, là. C'est la peine qu'on veut, qui est présente dans les sanctions, mais c'est à venir, là, à savoir s'il y aura radiation en effet ou pas. Donc, je suis encore je suis encore dans l'attente. OK? OK. Oui, Parfait. oui. Mais, Comment s'en est venu finalement à ces propos immodérés? oui. Donc, en fait, c'est c'est une enquête qui a eu cours pendant plusieurs mois à la suite de la plainte d'une collègue et amie psychologue à mon égard dans un dossier partagé d'une patiente. Une amie. Lors de mener l'enquête. Oui, bien, amie et psychologue, collègue de travail, amie OK. et psychologue, exactement. Donc, c'est cette psychologue qui a porté plainte finalement à l'Ordre des psychologues du Québec pour des motifs X, mais les motifs X pour lesquels la plainte a été portée n'ont pas été retenus après enquête. Mais par contre, le syndic a fait enquête, donc a eu accès à mes dossiers, mes documents et tout ça. Et ils ont déposé des accusations sur des éléments qui étaient notés à mon dossier évolutif Hmm. en 2020. Donc, on recule d'il y a 5 ans. Wow. Donc, puis je pense que c'est important parce que les motifs de la plainte, c'est pas ça qui a été retenu, mais c'est plutôt, je veux dire, en fouillant dans les dossiers que Hmm. l'Ordre des psychologues ont vu, entre autres, que j'abordais dans mes sessions de psychothérapie des éléments de psychoéducation qui étaient en lien avec l'importance de la santé du microbiote intestinal et le lien entre ce qu'on appelle l'axe intestin-cerveau, c'est-à-dire donc l'importance du rôle du microbiote intestinal sur la santé du cerveau. Donc, ils ont vu ça dans mon dossier. C'était noté dans mes notes évolutives. Ça Wow. part par... Wow. Mais Geneviève, dites-moi, quand vous regardez tout ce qui a été dit sur vous dans les médias, Oui. qu'est-ce qui, selon vous, a été le plus déformé ou le plus injuste à votre égard? Euh, en fait, le plus déformé, là, c'est de mentionner qu'une psychologue ou ex-psychologue utilise le bouillon d'os comme principale stratégie de traitement des troubles mentaux. Là. Wow. C'est déformé. C'est-à-dire, c'est pas, évidemment, en 17 ans de pratique, ma seule stratégie, là, proposer de consommer des bouillons d'os, évidemment. Hein, je suis formée dans multiples approches je pratique une thérapie. J'ai pratiqué une thérapie plus traditionnelle axée sur la thérapie cognitivo-comportementale, des techniques comme le EMDR, traitement des traumas complexes. Mhm. Travailler pour les Forces armées canadiennes. Alors non, là, le bouillon d'os n'était pas ma seule stratégie. Ça a été dépeint comme ça un peu dans le journal. C'est assez Wow. drôle. Ouais. Geneviève, est-ce que vous avez l'impression d'être... Avez-vous eu l'impression d'être entendu ou jugé d'avance par un système qui ne tolère pas les voix qui sont divergentes? Ben, exactement, oui, parce que en effet, cet état de la littérature scientifique sur l'axe intestin-cerveau et sur le rôle du microbiote comme élément majeur sur la santé du cerveau, c'est documenté dans la littérature depuis de nombreuses années, Mhm. documenté dans les revues canadiennes de psychologie depuis au moins plus de 10 ans. Donc, on sait depuis plus de 10 ans qu'il y a de l'innovation clinique pour aborder ces éléments-là avec nos clientèles qui ont des troubles psychiatriques ou des troubles de santé mentale. Et Ouais. donc, c'est assez curieux de voir l'intervention de l'Ordre des psychologues du Québec se positionnant en mentionnant que ce n'est pas scientifique d'aborder de tels éléments qui sont bien documentés. Oui, Je trouve oui. ça alarmant, même alarmant, je peux dire le mot alarmant, Oui. de la part de mon ordre professionnel. Avec du recul, Oui. pensez-vous
que ce qui vous est reproché, c'est un manque de prudence ou un excès de franchise? J'ai goût de dire un peu des deux. Pour Ouais. eux, c'est un manque de prudence. Pour moi, c'est un peu plutôt je veux dire, de l'innovation. Donc, d'être à jour dans la littérature scientifique, d'utiliser les concepts de recherche pour les amener dans la clinique. Ça prend beaucoup de temps dans nos bureaux professionnels pour faire ça. On estime que lorsque des nouvelles données de recherche, ça peut prendre jusqu'à 17 ans avant que les cliniciens soient en mesure d'utiliser ces données-là pour traiter, évaluer ou diagnostiquer les patients ou même aider les patients. Alors, est-ce que c'est un manque de prudence ou c'est plutôt justement d'être innovante et d'aller au-devant des traitements pour aider davantage les clientèles? Ouais. Dans votre pratique, parce que c'est chose qui est quand même peu commune d'avoir une psychologue, puis pardonnez-moi, c'est peut-être moi, ma naïveté, mais moi, dans ma tête, quand je vais voir un psychologue, c'est pour lui raconter des problèmes peut-être émotionnels ou peu importe les problèmes dans lesquels je peux passer ou je peux vivre. Parler de microbiote, comment vous êtes arrivé à intégrer ça et comment ça a été perçu par les gens? Il n'y a pas là une certaine justification de votre orgue de se poser des questions par rapport à quelque chose qui était totalement innovateur au moment où vous avez apporté ces sujets à l'intérieur de votre pratique comme psychologue? En fait, dans les études, tout au niveau du parcours de maîtrise et de doctorat, ce ne sont pas des choses qu'on apprend, non, mais de plus en plus, parce qu'en 2025, l'Université Laval, par exemple, propose maintenant un cours professionnel aux professionnels de la santé sur l'utilité du microbiote intestinal. Donc, on le voit maintenant en 2025, mais ce qui m'est reproché, c'est en 2020. Mais donc, la question à se poser, c'est d'où viennent les émotions, hein? Si les psychologues parlent d'émotions, il faut se demander d'où ça vient. Hmm. Et en réalité, les émotions viennent de l'intestin. Donc, Wow. sachant ceci, c'est très pertinent comme psychologue, hein, les gens sont habitués d'entendre les psychologues parler d'hygiène de vie. Donc, c'est très courant que les clients vont me dire, ah, mon psychologue me parle de sommeil, il me parle d'activité physique, il me parle de relaxer, il me parle de yoga. Donc, ça, ce sont des stratégies d'hygiène de vie. Alors, mon commentaire, c'est de dire quelle est la différence si le psychologue peut aborder toutes ces techniques d'hygiène de vie Hmm. avec son client, ces techniques de gestion émotionnelle, comment la personne gère ses relations, sa consommation d'alcool. Pourquoi on ne pourrait pas aborder quel type d'aliments, comment se nourrissent les gens? C'est quelque chose de tellement essentiel et fondamental pour le bon fonctionnement du cerveau. La nourriture, notre carburant. Alors, je trouve que ça devrait faire partie, comme toutes les autres techniques d'hygiène de vie, d'une technique de base et même primordiale. Je trouve ça fascinant de vous entendre parce que c'est comme si je mets l'illustration suivante, c'est comme si, au lieu de juste de mettre un diachylon sur un problème émotif ou psychologique ou mental d'une personne, vous allez un peu plus loin. Vous allez à la source du problème qui est rattaché justement oui, à une bonne hygiène de vie, mais aussi à une bonne alimentation. Exactement. On Bon. sait aujourd'hui que les aliments, la façon dont ils sont digérés, a un impact sur la toxicité dans notre organisme. C'est-à-dire que certains aliments peuvent être digérés et avoir des effets neurologiques directs. Hmm. directs. Alors donc, sachant ça, on sait que certains aliments sont pro-inflammatoires, ils vont affecter le fonctionnement du cerveau. Je donne souvent l'exemple de l'alcool parce que c'est très bien compris de la population générale. Quand on ingère de l'alcool, on n'a pas besoin d'un doctorat pour comprendre que l'alcool a un effet direct sur le cerveau, hein. On perd la mémoire quand on consomme trop. On a des problèmes de coordination ou d'élocution sous les effets de l'alcool. On voit directement l'effet de l'ingestion de l'alcool par le système digestif et l'effet sur le cerveau. Alors, en quoi, si on connaît ces effets-là, ce serait différent de pouvoir aborder les effets des aliments. Aujourd'hui, on vit dans un monde où on est industrialisé. Les gens consomment beaucoup de sucre, beaucoup d'aliments transformés et ils ne sont pas tous bien informés de l'impact direct sur la santé mentale, Mhm. la gestion émotionnelle de l'ingestion de certains aliments. Ouais. Alors, mon travail, c'est un peu d'éveiller la population, mais j'en ai développé une réelle expertise, je veux dire, au Québec comme psychologue clinicienne. Je crois que je suis dans la pionnière là, dans ce domaine, à avoir développé vraiment un programme où j'aborde spécifiquement le rôle des aliments et comment ça peut venir affecter, augmenter même, ou aider notre cerveau à fonctionner de façon optimale. Ouais.
Vous l'avez dit, Geneviève, au Québec, les ordres professionnels détiennent un pouvoir immense. Oui. Ils peuvent interdire à quelqu'un de pratiquer, suspendre un titre, voire même ruiner une certaine réputation. Selon vous, les ordres professionnels exercent-ils encore leur rôle de protection du public ou sont-ils devenus des outils de contrôle idéologique? Oui, on peut se poser la question, c'est un peu y répondre. Ouais. Alors, je comprends très bien le rôle de protection du public et l'importance d'un ordre professionnel pour protéger le public. Mais dans une certaine mesure, il faut évaluer est-ce que les interventions ont été préjudiciables. Donc, est-ce que de parler d'aliments ou de proposer à une personne de consommer du bouillon est dangereux pour la santé physique et mentale. Donc, c'est là où je trouve qu'il y a un écart qui est, somme toute, assez important. Euh, voilà. Est-ce que Donc, c'est, est-ce que en c'est, tout cas, dans la protection du public ici, on est plutôt dans la restriction d'un accès à l'information parce que ça ne plaît pas ouais. à l'ordre. Est-ce que c'est encore possible, selon vous, Geneviève, d'exercer une profession librement sans être aligné sur une pensée dominante qui est poussée, par exemple, par un ordre professionnel? Non, je ne crois pas aujourd'hui au Québec que c'est chose possible, malheureusement. C'est ma perception puis mon expérience, hein, évidemment personnelle, mais non. Est-ce que c'est ce qui vous a emmené à quitter le Québec pour aller vivre dans un pays étranger? Oui, entre autres, oui, de pouvoir avoir plus de liberté dans la manière d'utiliser des protocoles dans lesquels j'ai été formée à l'extérieur du Canada, surtout aux États-Unis, en Hmm. Europe, en d'autres pays, et avoir une liberté pour pouvoir ces accompagnements-là à l'extérieur du Canada. Et c'est malheureux parce que plusieurs professionnels ont fait le même choix que moi dans les dernières années. Je C'est, trouve ça triste pour notre Québec. ouais, Parce que c'est ça. ouais. Oui. C'est définitivement malheureux. Puis on vit encore ces derniers temps, vous ne serez pas sans savoir, avec justement le projet de loi 2 sur la médecine, les médecins au Québec, là, les médecins spécialistes au Québec vivent Oui. vraiment une tollée présentement du gouvernement. Croyez-vous que les ordres sont influencés aujourd'hui par des lobbies, des orientations politiques ou des impératifs qui seraient des impératifs économiques? Oui, je pense que le monde fonctionne comme ça en général. Oui, Wow. oui. Quand un professionnel est radié ou risque d'être radié, c'est souvent présenté comme un geste discipliné. Mais est-ce que c'est aussi, selon vous, une manière d'envoyer un message à tous les autres disant ne sortez pas, par exemple, des rangs qu'on a déjà préétablis? Oui, bien, je l'interprète un peu de cette façon, c'est-à-dire que là, je vais dire un peu comme la cible par rapport à ces interventions-là, puisque je suis une des premières qui publiquement va sortir, qui publiquement est, je veux dire, ciblée par les interventions de l'Ordre par rapport au microbiote, bien que l'Ordre des psychologues lui-même offre une formation accréditée sur l'axe intestin-cerveau, Hmm. qui est assez particulier. Et donc, oui, ça envoie un message clair aux autres psychologues, dans le sens que quand les psychologues voient que pour avoir parlé du microbiote, c'est assez, c'est assez simple comme chef d'accusation, avoir parlé du microbiote dans le cadre d'un trouble psychiatrique, est-ce que ça encourage les gens à aller de l'avant, à se former, à aller chercher davantage d'informations sur le sujet ou ça invite les gens à ne rien dire, ne pas ouvrir sur ce volet qui est tellement primordial, on le sait, la manière de s'alimenter, c'est la base de la santé. Ouais, Alors, on envoie un message clair aux gens de ne pas le faire. Hein, parce ouais. que risque de sanction, là, on se fait sanctionner. Donc, les gens ne veulent pas ça. C'est très pénible. Passer à travers le processus de cours, là, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de temps, de l'argent, émotionnellement, de l'implication. Donc, les gens Clairement. ne veulent pas subir ce genre de procès, évidemment. Vous avez quitté votre ordre professionnel. Par le fait de quitter votre ordre professionnel, avez-vous voulu créer un espace libre pour exercer autrement ou simplement fuir un système qui était devenu invivable? En fait, la décision de quitter mon ordre professionnel s'est faite dans la manière où je vis dans un autre pays. Donc, j'avais dans l'ordre professionnel, mais mon idéal aurait été de pouvoir partager ces informations-là, véhiculer ces belles informations-là à travers mon ordre professionnel et garder mon permis de psychologue, parce que faire de la psychothérapie, c'est un privilège d'avoir fait ces études pour pouvoir pratiquer cet acte réservé. Ça aide beaucoup de gens. Donc, mon idéal aurait été de pouvoir jumeler les deux types d'activités.
et devenir moi-même une pionnière pour enseigner aux autres psychologues comment utiliser ces techniques par rapport au microbiote pour améliorer la santé mentale des gens qui le traitent. Concrètement, parce que vous nous parlez du microbiote, puis c'est un sujet qui m'intéresse quand même, quelles sont les retombées lorsque vous conseillez quelqu'un à mieux s'alimenter avec des bons aliments qui vont affecter positivement justement son microbiote puis sa santé mentale? Est-ce que c'est prouvé scientifiquement? Est-ce que des choses que vous avez vous-même aperçues dans la vie de vos patients en les alignant, par exemple, chez votre garçon, par exemple, ou un de vos enfants? Oui. Vous avez justement exercé une saine alimentation chez lui, puis vous avez pu, là je ne veux pas m'avancer, régler ou certainement améliorer le TDAH qu'il avait dans sa propre vie, là. Donc, tout ça a commencé vraiment pour aider mon fils. J'étais psychologue à ce moment-là. Mon fils a aujourd'hui 17 ans, mais on recule là, au préscolaire. Il y a eu triple diagnostic Olivier, donc TDAH, TSA, donc trouble du spectre de l'autisme, puis une dyspraxie motrice sévère. Et étant moi-même psychologue à l'époque, je travaillais en psychiatrie. Mes seules options étaient pharmacocentrées, c'est-à-dire de la pharmaceutique uniquement pour un jeune enfant. Et c'est là où j'ai commencé à faire de la recherche. Je travaillais également dans un laboratoire de recherche pour m'intéresser à comment je vais pouvoir l'aider, mon fils, avec des options alternatives à ce qu'on me proposait. Tout part de là, tout part de cette situation familiale et personnelle. Mm. Donc maintenant, quelles sont les retombées? Les retombées sont multiples parce que quand on comprend que les neurotransmetteurs sont créés en grande partie dans l'intestin et que les hormones sont également forgées en grande partie, tout le système endocrinien repose aussi sur la santé intestinale, bien, on comprend que la sérotonine, notre équilibre mental, la gestion de l'inflammation qu'on appelle l'inflammation de bas grade et la façon dont la stabilité de la régulation émotionnelle va s'effectuer dans le cerveau part ou origine d'un intestin en santé. Il faut comprendre que l'intestin, le microbiote, c'est comme une forêt à l'intérieur de nous. Nous sommes le reflet d'une forêt. Donc, il faut prendre soin de notre forêt intérieure pour qu'elle puisse créer sur mesure pour nous ce qu'on a besoin pour que le corps fonctionne bien. Tout part de ce centre. Et le cerveau, c'est comme un ordinateur. Il va computer les informations qui proviennent de l'intestin. Ouais. Si l'intestin n'est pas en règle, si notre forêt intérieure est en déséquilibre, rien ne va plus. Rien ne va plus. Donc, les retombées sont renversement des symptômes de l'anxiété, renversement de la dépression chronique, augmentation des capacités de socialisation émotionnelle chez les enfants, renversement de problématiques d'impulsivité va être grandement amélioré en abordant cette forêt intérieure correctement, avec le bon terreau. Ouais. Qu'est-ce que vous répondez, Geneviève, à ceux qui disent que sans ordre professionnel, il n'y a plus de garde-fou? Ben, j'ai le goût de répondre, c'est nuancé, c'est-à-dire que l'ordre professionnel s'assure d'une certaine qualité des interventions et de la compétence des professionnels qui y siègent. Et ça, je pense que c'est important, qu'il y ait une compétence. Maintenant, une fois qu'on est dans l'ordre professionnel, on a démontré notre compétence. Je pense qu'il y aurait place à peut-être un peu de flexibilité au niveau de l'innovation et de faire confiance aux professionnels de la santé qui sont formés comme des membres actifs en recherche, qui ont des esprits critiques, qui ont à cœur le bien-être de leurs patients. Ouais. Alors, ça va tout tomber une fois qu'on a coché les critères de compétence. Qu'est-ce qu'il faudrait changer, Geneviève, pour qu'un professionnel de médecine intégrative puisse être à la fois libre de pratiquer et reconnu? Je m'excuse, ça a coupé, j'ai perdu la fin de la phrase. En fait, je vous demandais, qu'est-ce qu'il faudrait changer pour qu'un professionnel de médecine intégrative puisse être à la fois libre et reconnu? Je pense qu'il faudrait laisser plus de latitude aux professionnels de la santé qui veulent sortir un peu du cadre protocolaire qui nous est enseigné. C'est-à-dire qu'il y a un cadre protocolaire de recherche, mais une fois qu'on est dans l'application clinique dans nos bureaux avec des humains, ce cadre-là, souvent, ça ne fonctionne pas, là. Il y a des lacunes soit importantes et ça ne répond pas à la réalité clinique que l'on a devant nous. Les humains, c'est pas des cas de recherche. Alors, il faut pouvoir utiliser son jugement, son esprit critique, son intuition quand on intervient avec des humains. Puis là, ça, c'est
comme l'aspect qui est beaucoup plus difficile. Ouais. Oui. Après tout ce que vous avez vécu, est-ce que vous voyez votre parcours comme une chute ou une transformation? Ah ben, c'est définitivement une transformation. Oui, hein? Définitivement. Oui, oui, totalement. Oui. Qu'est-ce qui a changé dans la vie de tous les jours depuis que vous êtes à l'extérieur du Québec? Est-ce que vous sentez que vous pouvez pratiquer sainement sans avoir un épée Damoclès au-dessus de votre tête? Oui, exactement. Ben, ici, dans le pays où je me positionne, qui est le Mexique, là, on se le cachera pas, c'est assez libre. Mhm. J'ai quand même la capacité de faire des accompagnements dans un pays où on a accès à des stratégies qui ne sont pas accessibles au Québec, que ce soit des technologies qui sont inaccessibles, des technologies médicales qui sont inaccessibles au Québec, toutes sortes d'interventions. Alors, ça facilite énormément mon travail en intégratif Ouais. de pouvoir être ici. Oui, totalement. Est-ce que vous avez encore des clients que vous desservez qui sont localisés au Québec? Oui, j'ai une clientèle québécoise au sens où je suis active sur les réseaux sociaux, hein, donc évidemment, les pages sont accessibles à tous. J'ai des gens qui viennent vers moi pour des accompagnements, des gens du Québec, mais de partout dans le monde aujourd'hui. C'est vraiment une plateforme qui est internationale. Je fais un peu de suivi en présentiel ici au Mexique aussi, donc en association avec d'autres cliniques, mais principalement, ça se passe en ligne. Vraiment génial. Est-ce que, ma dernière question pour vous aujourd'hui, est-ce que vous croyez qu'il serait temps qu'au Québec, qu'on s'arrime avec ce qui se fait ailleurs en matière de santé, puis qu'on se penche sur des approches intégratives pour le bien-être justement des gens ou pour améliorer les soins aux gens? Totalement, totalement. Alors, juste à titre d'exemple, je suis invitée à des congrès en France comme invitée d'honneur pour venir parler du microbiote et du lien avec la santé mentale. Aux États-Unis, on m'invite à venir enseigner une charge de cours, mais au Wow. Québec, je suis radiée par mon ordre, ou en tout cas, j'ai une sanction qui plane. Alors, pour moi, il y a vraiment une incongruence entre ce que les autres pays offrent et comment je suis perçue de certains de ces pays qu'ils m'invitent à faire des conférences et des congrès chez moi au Québec où j'aimerais pouvoir ces connaissances-là. Je suis sous sanction. Donc, je pense que oui, au Québec, on a un retard par rapport à la santé intégrative, la médecine holistique. Est-ce que c'est un retard ou c'est qu'on veut juste pas que ça arrive? Là, c'est pas clair pour moi. On aurait les Québécois auraient avantage à avoir accès à des soins comme ça en intégratif. Et je pense que beaucoup de Québécois le manifestent maintenant, Ouais. beaucoup plus. Si la sanction tombait, est-ce que vous reviendriez au Québec ou est-ce que vous conserveriez du moins votre titre de psychologue au Québec? En fait, j'ai quitté le Québec avant d'être accusée. Je veux juste le spécifier. Quand OK. j'ai quitté le Québec, j'étais pas accusée encore. J'ai quitté en 2022, puis j'ai eu des accusations en 2024, donc 2 ans plus tard. Est-ce que je reviendrais pour reprendre mon permis de pratique au Québec? Peut-être. Mhm. Si je savais que j'avais une flexibilité pour pouvoir amener ces connaissances à la population. Et oui, évidemment que j'aimerais pouvoir le faire sous mon titre de psychologue. Geneviève, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. C'est grandement apprécié. Puis j'aimerais rappeler aux auditeurs qui nous écoutent ce soir, parce qu'il y en a peut-être qui se sentent concernés ou qui aimeraient avoir plus d'informations concernant le microbiote, où les gens peuvent Oui. vous retrouver. Les fameux réseaux sociaux, Instagram et Facebook, là, sous mon nom, Geneviève Labonté-Chartrand. J'ai aussi une plateforme sur YouTube où les gens peuvent écouter des extraits plus longs. Alors, tout ça, c'est retraçable sous mon nom, tout simplement. Bien, C'est même parfait. comme ça. Parfait. Donc, on va Oui, encourager les gens d'aller vous retrouver. S'ils ont des questions puis ils veulent échanger davantage sur justement le lien entre le microbiote puis la santé mentale, on les invite à aller vous exactement. retrouver dans vos médias Oui. sociaux. Une super belle communauté, groupe gratuit, j'ai mes plateformes pro, ça bouge beaucoup sur mes plateformes, il y a beaucoup de vie, c'est vraiment des belles plateformes. Bien, merci beaucoup Oui. d'avoir été avec nous ce soir. C'est grandement apprécié. Passez une excellente fin de soirée. Merci beaucoup à vous également. Vous savez, l'histoire de Geneviève pose une question essentielle. Peut-on encore innover dans le domaine de la santé mentale sans risquer l'exclusion? Au-delà des accusations puis du tumulte médiatique, l'histoire de Geneviève ouvre un débat encore plus large, celui de la liberté de recherche, de la diversité des approches thérapeutiques et de la place du doute dans la science.